Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Nous sommes le jeudi 24 avril et l'actualité de cette soirée est dominée par le drame qui s'est déroulé dans un lycée à Nantes. Un adolescent a tué une élève dans une classe et en a blessé 3 autres à l'arme blanche. Le bilan aurait pu être plus lourd encore sur le courage des enseignants. Le suspect a été bloqué et maintenu en attendant la police. Il s'agit d'un autre élève au profil trouble. Il avait écrit un manifeste confus avant d'agir. Les réservations de billets de train annulées en masse autour du 8 mai. La menace de grève se précise. Elle pourrait durer toute la semaine. Et puis, le loto au secours de la nature. Des tickets vont être mis en vente pour préserver une vingtaine de sites. Le but est de restaurer la biodiversité. Emmanuel Macron salue ce soir le courage des professeurs qui ont sans doute évité d'autres drames. Ils sont intervenus pour mettre fin à une scène d'horreur dans un lycée à Nantes. Un élève a tué une de ses camarades et fait 3 blessés, dont un grave qui n'est pas tiré d'affaire. Les autres élèves sont restés ensuite confinés. Des heures d'angoisse que nous racontent Peggy Moget, Thomas Paga et Sandrine Ruot. L'accès à l'établissement est resté bouclé tout l'après-midi. Les militaires montent la garde. Derrière les murs de ce lycée privé de Nantes, un élève de seconde vient de poignarder 4 de ses camarades. Une lycéenne de 17 ans a succombé à ses blessures. En quelques minutes, l'effroi et la panique ont envahi le lycée. L'amie, elle m'a appelée en stress et c'est là qu'elle m'a expliqué. Ils étaient en cours d'anglais, il y a Justin qui est rentré dans la classe. Il a voulu prendre la personne la plus proche, donc c'est un de mes meilleurs amis, sauf qu'il a commencé à courir à l'autre bout de la classe. Et la deuxième personne la plus proche lui a mis environ, elle m'a dit, environ 10 coups au moins. Et il y a une autre personne qui a été touchée à l'épaule du coup. Il est 12h30 lorsque l'adolescent de 15 ans fait irruption dans cet établissement à l'est de la ville. Armé de 2 couteaux, dont un couteau de chasse. Il se déplace entre les étages et poignarde des élèves dans 2 classes au moins. Nous, dans notre classe, du coup, comme on est au premier étage, on a entendu les gens courir. On a entendu les gens courir et les cris surtout. C'était effroyable en fait. Je réalisais pas ce qui se passait, je pleurais, j'étais paniquée. En fait, j'étais inquiète pour ma vie ou pour les gens à côté. En fait, on entendait les gens courir, ça veut dire que les gens, l'assaillant était à côté de nous. Puis un surveillant est venu, il nous a dit de sortir et on l'a vu en descendant l'escalier à terre avec un surveillant sur lui. L'agresseur vient d'être maîtrisé par le responsable informatique du lycée. À l'extérieur, une foule de parents attendent sans nouvelles, submergés d'angoisse. Après plusieurs heures, ils retrouvent leurs enfants, restés confinés depuis l'attaque. Ça va, il a été courageux. Mais bon, on pense aux parents de la petite en fait. Comment t'as vécu ça en fait? Et j'ai peur. C'est un sanctuaire, une école. Il n'y a pas de... pas habitué à cette violence. Le problème, c'est que la violence, on voit bien maintenant, elle est partout, quoi. Ce soir, la ministre de l'Éducation nationale s'inquiète de l'état de santé de l'un des 3 blessés. On ne peut pas aujourd'hui garantir que tous les jeunes sont... notamment qu'un des jeunes est totalement tiré d'affaire. Une 50aine d'enquêteurs sont mobilisés. Des dizaines d'auditions ont déjà pu être réalisées. Le suspect est donc un élève du lycée âgé de 15 ans qui était en seconde. Il est décrit par les autres comme étant bizarre, avec des idées noires, adorateur d'Hitler. Il avait envoyé, avant de passer à l'acte, un long mail, un texte peu cohérent, évoquant la mondialisation, appelant à la révolte écologique. Anaïs Sanquet nous dit ce que l'on sait sur son profil avec nos correspondants sur place. Un jeune homme sombre aux idées radicales, voire extrémistes. C'est par ces mots que de nombreux lycéens décrivent ce soir le suspect de l'attaque. Selon nos informations, l'adolescent interpellé s'appelle Justin P. Il a 15 ans. Élève en seconde, il est inconnu des services de police, mais présente un profil dépressif, voire suicidaire, selon l'un de ses meilleurs amis que nous avons rencontré. Le suspect lui aurait tenu des propos étranges avant de passer à l'acte. Il nous disait au revoir, je vous souhaite une bonne vie ou quoi que ce soit, et que vous allez me revoir très vite, mais à la télé, il nous disait. Il y a une semaine. C'était quelqu'un qui, en fait, sur le groupe qu'on avait sur Snapchat, il nous envoyait beaucoup de vidéos d'explications des extrémistes ou de politiques, des nazis et tout ça. L'adolescent a-t-il prémédité son geste ? Quelques minutes avant d'entrer dans son lycée armé de 2 couteaux, il avait envoyé ce manifeste par mail à tous ses camarades. Un document confus dans lequel il dénonce pêle-mêle la mondialisation qui décompose l'humain, un écocide globalisé
ou encore le conditionnement sociétal totalitaire. Une lettre dans laquelle se trouve aussi ce tableau du XVIe siècle, intitulé Le Misanthrope, censé illustrer la spirale infernale des événements. Mais tous les élèves ont reçu le même mail, donc on n'a pas tous vu parce qu'on était en cours, mais ça montre que c'était quand même prémédité son acte et qu'il était prêt à faire ce qu'il a fait. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect serait proche de la mouvance ultra-droite. Il aurait notamment fait part à plusieurs camarades de sa fascination pour Hitler et le Troisième Reich. Déjà, juste en lui parlant, c'était assez bizarre comme personne. Je le trouvais pas normal. Il partageait des idées du style où, je sais pas si je peux les dire, mais il partageait des idées nazies. L'adolescent est actuellement en garde à vue. Pour l'heure, le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi, mais indique être en phase d'évaluation. Et depuis ce drame, les réactions se multiplient. Le Premier ministre a fait part, comme beaucoup d'autres personnalités politiques, de son émotion. Il demande davantage de contrôle aux abords des établissements scolaires. La question de la sécurité est évidemment posée. Comment l'améliorer, surtout face à l'explosion des agressions par arme blanche chez les jeunes? Hugo Pufnet nous montre comment ça se passe aujourd'hui avec Véronique Gaglione et Françoise Mazou. Chaque mois ou presque, les attaques au couteau entre mineurs émaillent l'actualité. Parfois filmées comme celle-ci à Nîmes, dans un lycée. Un jeune homme de 16 ans poursuit un autre pour le poignarder à 3 reprises et le blesser. Vous posez votre cartable contre le mur, s'il vous plaît. Alors, pour endiguer le phénomène dans la ville, les autorités ont choisi la méthode forte. Devant le collège ce matin-là, contrôle surprise par des policiers. Les élèves sont palpés par les forces de l'ordre. Leurs sacs sont fouillés pour trouver entre leurs cahiers des couteaux. Une scène déroutante pour les élèves et leurs parents. C'était bizarre, ça m'a surpris au début, parce qu'on le voit fouiller les sacs. C'est rassurant, parce qu'on se dit que s'il y a quelque chose, ça va être trouvé, mais le dispositif est impressionnant. Il y a même un chien anti-stupéfiant pour détecter des drogues. Ce jour-là, les policiers ne trouvent rien, mais leur présence visible doit ramener de la sérénité dans l'établissement. L'objectif, c'est de rassurer les élèves, de rassurer les parents d'élèves, de rassurer aussi la communauté enseignante. Des contrôles qui ne peuvent suffire, de l'aveu même du ministre de l'Intérieur cet après-midi. On a conduit 1000 opérations, je crois, mais on ne pourra jamais placer un policier ou un gendarme derrière chaque élève. Alors comment faire? À Paris, la mairie va doubler son nombre de médiateurs pour parler aux élèves, faire de la prévention. Autre solution pour les syndicats d'enseignants, avoir plus de personnel de santé dans les établissements scolaires. Nos jeunes sont dans une situation de santé mentale extrêmement dégradée. On est extrêmement démunis pour traiter ces situations-là parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel qualifié pour traiter ces situations-là. On manque d'infirmières, on manque de psychologues de l'éducation nationale, on manque d'assistantes sociales. Ce soir, François Bayrou demande l'intensification des contrôles et avance comme piste l'installation de portiques à l'entrée des établissements. Et on va retourner à Nantes pour retrouver en direct Thomas Paga. Thomas, vous êtes devant l'établissement où l'émotion est évidemment encore particulièrement forte. Dites-nous, que doit-il se passer dans les heures qui viennent ? En tout cas, le lycée ne donnera pas cours demain, même si les grilles seront ouvertes pour un soutien psychologique pour les élèves qui le désirent. Vous l'avez vu, c'est un établissement traumatisé avec toute l'après-midi des parents d'élèves qui se sont pressés devant les rubalises de la police, les yeux rougis d'angoisse. On a vu aussi des parents qui ne savaient pas ce qui était arrivé à leurs enfants. Une maman nous a raconté qu'elle était avec la mère d'un des élèves blessés lorsque celle-ci a appris que son fils était entre la vie et la mort. Son état est d'ailleurs encore préoccupant. Les élèves confinés sont donc sortis au compte-gouttes avec des scènes d'embrassade, de soulagement bien évidemment, mais aussi de solidarité aux familles des victimes. Tous le savent, tous ces élèves devront être accompagnés, soutenus parce qu'ils ont vu des scènes traumatisantes pour certains. Pour les suites de l'enquête, ce sera au procureur de la République de Nantes de s'exprimer dans les prochaines heures. Merci beaucoup Thomas Paga en direct de Nantes. Dans l'actualité également ce soir, un coup de filet contre un réseau de trafic de drogue à Marseille. 21 suspects ont été interpellés ce matin. Le ministre de l'Intérieur est allé l'annoncer sur place, quelques heures donc avant son déplacement imprévu à Nantes. Voilà pour ce qui concerne le haut du spectre dans la lutte contre le narcotrafic. Le haut du spectre, pour reprendre une expression chère au jargon policier. Mais les autorités aimeraient aussi augmenter la pression sur les consommateurs. Leurs téléphones portables pourront désormais être saisis pour voir s'ils ont servi à acheter de la drogue. On regarde le principe juridique et les réactions avec Laurence Naon, Julien Dubois et Marie-Pierre Kessignard.
Louis, 25 ans, consomme quotidiennement du cannabis. Et c'est exclusivement grâce à son téléphone portable qu'il entre en contact avec les dealers qui lui fournissent la drogue. Je vais sur Snapchat, l'application, j'envoie un message. Je veux 10 grammes. Et après, c'est facile. Soit il livre, soit il donne une adresse et on se rejoint à un endroit. Depuis quelques années, le marché de la drogue a quitté la rue pour migrer vers les téléphones portables où les dealers proposent toutes les substances, affichent les tarifs, détaillent les horaires et modes de livraison. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Justice a annoncé ce matin la saisie des portables des consommateurs lors des opérations de police. Mais cela n'inquiète pas Louis. Je pense que quand on est addict ou qu'on a envie, même sans les plateformes, dans la rue, n'importe, on peut facilement trouver quelqu'un. Plus généralement, l'annonce de la confiscation des portables consommateurs de drogue divise les Français. Je pense que ça permet de freiner quelque chose qui est absolument interdit. Ça ne va pas empêcher une personne de consommer de la drogue, de ne pas avoir son téléphone, il peut en racheter un le jour même. C'est une mesure qui me paraît en l'état absolument irréalisable, à part de mettre un policier derrière chaque potentiel consommateur. Cette mesure est déjà expérimentée depuis quelques jours à Bayonne. Le procureur de la République défend cette plus grande fermeté. Cela part aussi du constat que démanteler les filières de trafic de stupéfiants, c'est essentiel, mais qu'il faut également s'attaquer à la demande et donc assumer une répression accrue des consommateurs de stupéfiants. Les politiques tentent de resserrer l'étau autour des consommateurs de drogue. En 2020, une amende immédiate de 200 € a été instaurée pour les usagers en possession de petites quantités de stupéfiants. Les attaques contre les personnels pénitentiaires et les prisons, elles se poursuivent avec la nuit dernière des tirs de mortier. Ces dossiers sont désormais traités en priorité par les parquets et 130 enquêteurs sont mobilisés, même si pour l'instant personne n'a été interpellé. Comment l'expliquer et les mesures de protection sont-elles suffisantes? Question posée par Éric Pelletier avec Bruno Vignier. La colère continue de monter chez les surveillants de prison, cibles d'attaques et d'intimidation. Ainsi, lors d'un transfert de détenus hier, cet agent pénitentiaire raconte avoir été bloqué par 2 automobilistes. Sa volonté, lui, dès que je l'ai dépassé, il s'est mis directement derrière moi et son collègue qui avait un fourgon identique 60 mètres plus loin, vraiment a fait une manœuvre pour nous serrer sur le côté de la rambarde de sécurité pour vraiment nous coincer sur l'autoroute. Je pense, après réflexion, que c'était vraiment dans le but de nous intimider. Depuis 10 jours, ce type d'incident se multiplie. Alors, où en est l'enquête? Au total, 70 incidents recensés par le ministère de l'Intérieur depuis le 13 avril. 15 de ces attaques sont traitées par le parquet national antiterroriste, dont 3 contre des domiciles, comme ici dans l'Isère. Pour l'instant, aucune arrestation. Ces attaques portent-elles la marque du narco-banditisme? Pour le gouvernement, cela ne fait aucun doute. Elles sont coordonnées par des trafiquants de drogue, furieux de la création de prisons de haute sécurité. Des réseaux qui ont longtemps recherché l'anonymat pour prospérer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, relève cet avocat. On observe qu'il y a une exposition, voire une exhibition qu'on ne connaissait pas auparavant. Peut-être que les vieux de la vieille qui voulaient rester discrets auparavant sont remplacés par des générations biberonnées à l'heure d'Instagram et des réseaux sociaux. Comment sécuriser les prisons face à la multiplication des attaques? Les patrouilles ont été renforcées près des établissements et devant certains domiciles, mais les violences continuent. Les syndicats exigent plus. On a fait la demande la semaine dernière pour avoir une protection militaire qui vienne pour gérer nos établissements, parce que pour nous, on est clairement dans une guerre. Selon le ministre de la Justice Gérald Darmanin, des interpellations pourraient avoir lieu rapidement. La perspective d'une semaine noire se précise à la SNCF. À partir du 5 mai, la CGT et Sudrail confirment leur intention de faire grève pour des hausses de salaire. Les voyageurs, eux, ils s'organisent, annulent leurs billets et se tournent vers d'autres moyens de transport. Olivier Poncelet, Alexandre Guin et Noé Lemantec sont allés à leur rencontre dans les gares. Semaine noire pour le pont du 8 mai, avec chaque jour un métier en grève. Lundi 5, les agents des gares. Le 6, les techniciens dans les ateliers. Le 7, les conducteurs des trains. Pas de grève le 8 mai, mais les 9, 10 et 11, ce sera le tour des contrôleurs. Ça s'annonce compliqué
pour Marie et son fils Yon, qui doivent aller de Saint-Étienne jusqu'en Bretagne le 5 mai, premier jour de grève. Je ne sais pas trop comment on peut faire. L'avion, c'est trop cher. Donc, du coup... Quant à la voiture, ça n'est pas une solution. non, mais c'est 13 heures de route. Donc, avec un enfant, c'est impossible. Livia Aristé est venue de Guadeloupe pour rendre visite à sa mère malade. Elle a son billet de train et d'avion pour rentrer aux Antilles la semaine du 8. Elle pense déjà à changer. Je vais reporter à la semaine d'après. Ça fera que je resterai une semaine de plus avec maman. D'après un site de vente de billets de train, les annulations ont augmenté de 50% pour le 8 mai. Les voyageurs se reportent sur le covoiturage ou les bus. Chez Blablacar, on se frotte les mains. Ici, c'est les réservations de bus. Et on voit bien une accélération de près de 20% entre il y a un an et aujourd'hui pour la semaine du 8 mai. Et s'il le faut, Montpellier, Toulouse... ils affrèteront des dizaines de bus supplémentaires. On serait capable d'en rajouter entre 20 et 30 au tout dernier moment. On va décider ça le lundi de la grève. Donc on serait à près de 400 cars sur la route pour la semaine du 8 mai. Les syndicats de cheminots réclament un meilleur partage des bénéfices, l'entreprise ayant gagné 1,6 milliard d'euros l'an dernier. Nous, on veut ce qu'on appelle une redistribution des richesses, donc c'est une augmentation de la prime de travail, la prime qui prend en compte les spécificités métiers. Et ensuite, il y a des sujets aussi d'organisation et de conditions de travail. La direction de la SNCF assure avoir fait un geste suffisant lors des dernières négociations annuelles. Les discussions seraient au point mort ce soir, d'après les syndicats. La colère monte contre Arcelor après que la direction a annoncé plus de 600 suppressions de postes en France. La Commission européenne affirme qu'un plan très favorable au secteur avait pourtant été annoncé il y a quelques semaines. Ça n'a visiblement pas suffi et les salariés tentent maintenant d'organiser la riposte. Maëva Damois, Claire Colnet et Valentin Cruard les ont rencontrés. Ils passent à l'action après le choc des annonces d'hier. C'est pour l'industrie en danger ? Ces salariés ArcelorMittal du Nord se mobilisent pour conserver leurs emplois. Sur ce marché, les habitants craignent une vague de chômage. J'ai travaillé 39 ans. C'est quand même des fleurons qui disparaissent. C'est triste parce que j'ai des collègues qui travaillent encore. C'est triste, je pense à eux. Cet homme s'inquiète pour son frère, technicien chez ArcelorMittal. Ça va fermer. C'est l'usine à Tourmarouille. Plus c'est pour super. Dans le Dunkerquois, près de 200 postes seraient supprimés sur les 636 au total en France. En Loire-Atlantique, sur le site de Bassindre, les espoirs s'envolent. On sera les premiers en ligne de mire à se faire licencier les intérimaires, donc voilà, l'histoire elle est faite, quoi. Le géant de l'acier français justifie sa décision par la crise qui secoue la filière européenne. 100 000 emplois détruits depuis 2008, une production en baisse de 30%. Première cause de cette chute, l'explosion du prix de l'énergie qui rend l'Europe moins compétitive que la concurrence chinoise. Ses exportations ont plus que doublé en 5 ans. La Chine, il faut s'en rendre compte, produit à peu près 55% de l'acier mondial. La production française, 10 millions de tonnes. La production chinoise, 1 milliard de tonnes. C'est-à-dire 100 fois plus. Pour sauver la filière, l'Europe a lancé un plan acier en février. Alors elle s'étonne ce soir des suppressions de postes annoncées par ArcelorMittal. Il y a une forme d'incompréhension puisque nous avons construit le plan sur l'acier avec l'ensemble du secteur, les industriels évidemment, dont ArcelorMittal. 100 milliards d'euros ont été proposés et seront mis sur la table. 100 milliards d'euros sous conditions strictes, rappelle la Commission européenne à ArcelorMittal, maintenir la production et l'emploi localement. Plus que 24 heures pour voir la dépouille du pape. Demain soir, son cercueil sera fermé avant les obsèques samedi. On connaît maintenant les détails de la cérémonie, le protocole et le dispositif de sécurité tout au long du parcours qui l'emmènera jusqu'à sa dernière demeure, une église à quelques kilomètres de la basilique Saint-Pierre. Un programme que nous détaillent Ambroise Boulès, Sylvia Caracciolo et Charline Mordi. Des regards bouleversés, des prières murmurées, parfois des larmes. Dans la basilique Saint-Pierre, la dépouille du pape repose dans une atmosphère chargée d'émotions. Je ne pensais pas avoir autant d'émotions et c'était franchement j'ai été très ému. Il me manque beaucoup, mais je sens sa présence. Il était là. Le cercueil sera refermé dans 24 heures. Puis samedi matin, il sera déposé devant la basilique, à même le sol, en signe d'humilité. La messe sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, 91 ans, inéligible au pontificat.
Un vœu de François qui refusait que ses obsèques puissent servir une ambition politique. De part et d'autre de l'autel se tiendront les cardinaux et les officiels. Au moins 130 délégations étrangères et 60 chefs d'État assis selon un ordre alphabétique, sans considération géopolitique. Ça a notamment été le cas en 2005 où, par exemple, le président iranien et le président israélien étaient l'un à côté de l'autre et se sont salués, se sont parlé, alors que la loi de leur pays interdit de parler à un représentant de l'ennemi. À l'issue de la messe, le cortège funèbre se dirigera vers la basilique Sainte-Marie-Majeure. 5 km à travers Rome, un casse-tête sécuritaire pour les autorités. Nous avons commencé à travailler lundi matin à 9h30 et depuis, nous ne nous sommes pas arrêtés de jour comme de nuit. Rome est très grande et c'est un défi, mais nous faisons de notre mieux. Attendez-vous à voir du monde dehors et aux fenêtres car ce cortège funèbre sera l'occasion pour les Romains de rendre un tout dernier hommage à celui qui était aussi l'évêque de Rome avant son inhumation ici, une première pour un pape depuis plus de 350 ans. Selon les vœux de François, l'inhumation se fera dans l'intimité. Sa tombe, dont le Vatican a publié cette image de synthèse, sera visible dès dimanche matin. Les échanges diplomatiques se multiplient autour de l'Ukraine, mais ça n'empêche pas Vladimir Poutine de frapper. Au contraire, Kiev a même subi l'un de ses pires bombardements depuis le début de la guerre. Il a fait au moins 9 morts. La Russie parle de cibles militaires, mais ça n'est pas du tout ce qu'ont vu nos envoyés spéciaux Stéphanie Pérez, Chloé Cormery et Bruno Bervas. Une nouvelle fois, des immeubles résidentiels pris pour cible par des missiles russes dans la banlieue de Kiev. Une nouvelle fois, des secouristes à la recherche des victimes tuées dans leur sommeil. Sur les pelouses, les dépouilles veillées par des proches. Face à notre caméra, le désespoir de cet ingénieur devant les ruines de son immeuble et les corps ensevelis de ses voisins. Vous voulez voir l'accord Trump-Poutine? Eh bien regardez, mon immeuble et ses décombres. Tout est détruit. Voici la nuit dernière l'une des explosions qui a embrasé Kiev. Une attaque russe parmi les plus meurtrières sur la capitale ukrainienne. Au moins 12 morts. Cette jeune fille a été extraite vivante des décombres. Il y a 90 blessés, dont certains, toujours sonnés, sont retournés cet après-midi dans leur quartier. On était couchés, le missile est passé à 20 cm au-dessus de nos têtes. C'est un miracle qu'on soit vivant avec ma famille. Nous arrivons sur les opérations de secours à un moment de grande tension. Serrés les uns contre les autres, souvent en pleurs, ces adolescents venus en nombre sont suspendus aux recherches. On n'a pas de nouvelles d'un ami qui vit dans cet immeuble. Il n'y a aucun signe de vie depuis cette nuit. La nouvelle tombe quelques heures plus tard. Les restes de l'adolescent de 17 ans ont été identifiés. Les larmes d'une génération qui grandit dans la guerre. La colère de leurs aînés qui accusent Vladimir Poutine et Donald Trump. Depuis que Trump essaie d'imposer la paix, c'est pire. Peut-être qu'il faut qu'on accepte n'importe quel accord après tout. Qu'on fasse tout pour que ces attaques ne se reproduisent plus. C'est tout ce qu'on veut. Demain, une nouvelle journée de deuil national a été décrétée dans tout le pays. Les jours se suivent et se ressemblent pour les Ukrainiens. La majorité de ceux que nous avons rencontrés aujourd'hui ne croient plus en la possibilité d'un accord de paix dans les prochaines semaines. En France, Emmanuel Macron ne prendra pas de décision sur un éventuel retrait de la Légion d'honneur pour Nicolas Sarkozy. Il l'a dit aujourd'hui d'ailleurs à l'une de nos équipes. En théorie, l'ancien président pourrait être déchu à la suite de sa condamnation, mais son avocat monte au créneau. L'œil du 20h s'ouvre ce soir sur ce débat avec Margot Subra-Gomez, Christelle Méral et Annie Triboire. Comme tous les présidents de la République avant lui, Nicolas Sarkozy a été fait Grand Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction qui soit. Mais la justice vient de le condamner définitivement dans l'affaire des écoutes. Il devrait donc perdre sa décoration, mais il y a la théorie et la politique, comme vous le raconte ce soir l'œil du 20h. La Légion d'honneur, on peut vous la donner, mais on peut aussi vous la reprendre. On a bien regardé le règlement intérieur de cette honorable institution et il est on ne peut plus clair. Sont exclus de l'ordre les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à 1 an.
Un cas de figure qui devrait, en théorie, s'appliquer à Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Le grand chancelier de la Légion d'honneur, garant de l'intégrité de l'ordre, ne voit d'ailleurs pas comment il pourrait en être autrement. Je suis citoyen français, je ne peux pas imaginer que la loi ne s'applique pas. Mais par téléphone, des membres du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur nous confient être face à une situation inédite. On est habitué à débattre des dossiers de retrait. Bien sûr, celui-ci est très particulier. La question est de savoir si un ancien président de la République est au-dessus des lois ou pas. Il y a plein d'enjeux politiques autour. Nous voulions poser la question à Nicolas Sarkozy, mais c'est son avocat qui nous a répondu. Vous m'entendez ? Pour lui, l'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur serait une atteinte à la fonction présidentielle elle-même. Nicolas Sarkozy n'a pas reçu la Légion d'honneur et la Grande Croix pour ses mérites, mais uniquement parce qu'il a été élu président de la République. Et il tire donc sa légitimité directement de l'élection. Et donc c'est un cas qui est un cas tout à fait particulier et qui, à ce titre, doit être traité comme tel. Le Conseil de l'ordre donnera son avis. Mais au bout du compte, celui qui tranche, c'est Emmanuel Macron, le grand maître de la Légion d'honneur. Et pour lui, les règles de l'institution ne devraient pas s'appliquer au cas de son prédécesseur. C'est ce qu'il nous a confié en marge d'un déplacement à Madagascar. Pardon ? Non, ce ne serait pas une bonne décision. Monsieur le Président, Vous parlez des règles, je dis les règles, et maintenant vous me demandez mon avis. Si la marge de manœuvre m'est donnée, je préférerais qu'un ancien président puisse rester là où il est dans l'ordre qui est le sien. Parce que c'est quelque chose d'avoir été président de la France. Une délicatesse à laquelle n'ont pas eu droit des proches de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Boris Boyon, Isabelle Balkany, tous condamnés par la justice, ont perdu leur Légion d'honneur sous la présidence d'Emmanuel Macron. Ce sera l'événement la semaine prochaine aux Assises de Paris. La présence de Kim Kardashian au procès des fameux papy braqueurs, une bande de truands soupçonnés de lui avoir volé des bijoux. Vous allez entendre le récit de l'un d'eux, témoignage recueilli par Nathalie Pérez, Stéphane Guillemot et Annie Triboire. C'est l'un des 10 braqueurs qui, dans quelques jours, va se retrouver face à Kim Kardashian, jugé pour un violent braquage d'une audace inouïe qui ciblait la star internationale. Oui, c'est là, oui. Et la porte était ouverte. Cette porte, c'est celle d'un hôtel de luxe dans le très chic quartier de la Madeleine, où Kim Kardashian avait ses habitudes lorsqu'elle venait à Paris. C'est ici, le 3 octobre 2016, qu'au beau milieu de la nuit, les malfaiteurs ont fait irruption dans sa chambre. Je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais mourir. Je dois leur dire que j'ai des bébés, un mari, une famille. Il faut que je rentre chez moi. Je dois leur dire qu'ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Je ne les dénoncerai pas. Ce soir-là, Kim Kardashian est seule. Les braqueurs déguisés en policiers vont la bâillonner et la ligoter sur son lit. Premier imprévu, la barrière de la langue. Le vigile, séquestré lui aussi, va alors faire office d'interprète. Comment on dit la bague? Ring? Ring? Elle ne comprenait pas et il ne comprenait pas. Et lui, il était entre les deux. Et c'est l'interprète forcé qui va donner de l'apaisement et qui va essayer de calmer les uns et les autres à sa façon. Les malfaiteurs vont faire main basse sur la bague de fiançailles de la jeune femme. Un diamant de 20 carats d'une valeur de 4 millions d'euros. Une montre, des colliers et cette croix en diamant, le tout évalué à 9 millions d'euros. Les malfaiteurs prennent la fuite à vélo. Mais là, nouvel imprévu. C'est là que je m'éclate, je fais un roulé-boulé jusque là. Et là, j'ai vu des bijoux par terre. Là, même quand il est tombé dans le caniveau, c'est essentiellement celui que j'ai pas vu. C'est l'ADN retrouvé sur cette petite croix oubliée dans le caniveau qui va permettre d'identifier le braqueur et ses complices. Des figures du grand banditisme que les enquêteurs surnomment les papy braqueurs. Omar A, 70 ans, cerveau présumé. Didier D, 62 ans, alias Yeux Bleus. Pierre B, 72 ans. Florus H, 44 ans. Et Marceau B, 64 ans, aujourd'hui décédé. Le 9 janvier 2017, les papy braqueurs et leurs complices sont interpellés. Lundi prochain, 9 ans après le braquage, ils seront 10 à comparaître devant la cour d'assises. Kim Kardashian a fait savoir qu'elle viendrait à Paris pour témoigner au procès. Parce que c'est une star américaine, parce que c'était un hôtel un peu caché, parce qu'il y a un côté un petit peu
burlesque ou cinématographique à ce qui s'est passé, leur arrivée en vélo, leur fuite, etc., qui fait faire beaucoup de fantasmes autour de ça. Ce procès est très médiatique et il ne faudrait pas que ça devienne la vitrine de la justice française ou d'une certaine diplomatie et que ça reste un procès où on juge les gens à hauteur d'homme. Les principaux agresseurs de la star encourent la perpétuité. Dans cette affaire, les bijoux volés de Kim Kardashian et l'argent de la vente n'ont jamais été retrouvés. Vous connaissez sans doute le loto du patrimoine, mais il y a aussi le loto pour la défense des sites naturels. À partir de lundi, vous pourrez acheter des tickets comme celui-ci. Une partie de l'argent financera des projets. Une vingtaine de dossiers ont été sélectionnés, notamment dans le Gard, sur une plage où se sont rendus Valentin Châtelier et Brian Bock. C'est un territoire protégé à l'entrée de la Camargue. Les Spiguettes, sa plage, son phare. 2000 hectares de nature sauvage qui font partie des sites sélectionnés pour le loto de la biodiversité. Une très bonne nouvelle pour les habitués et les vacanciers. Sauver des sites comme ceux-ci, je pense que c'est essentiel. Donc oui, si j'ai de l'argent à mettre, que ce soit le patrimoine ou la biodiversité, volontiers. Il faut protéger toute la biodiversité, surtout dans les lieux très touristiques comme ici, où il y a beaucoup de monde qui peut faire un peu n'importe quoi. Un site sensible. Ici, le trait de côte recule car ce littoral est soumis à l'érosion. Des constructions ont également détérioré ce milieu naturel, comme ces 2 bâtiments aujourd'hui abandonnés. La dune sur laquelle ils ont été installés a même disparu, abîmant l'écosystème. Le principe, ça va être d'effacer complètement ce bâtiment, de restaurer la berge qui est en contact avec la lagune juste à côté et de refaire un bosselage dunaire pour que la végétation typique de la dune vienne se restaurer. À côté, une ancienne piscine bâtie avec de l'amiante sera rasée, elle aussi. Là, on voit qu'il y a déjà des têtards. L'espace sera reconverti en mare dunaire, un milieu aquatique et naturel. On va garder le point bas existant de la piscine, qui va servir de base de point bas pour la mare, et on va révaser en pente douce. Pour que la mare soit fonctionnelle, il faut qu'il y ait des pentes douces, il ne faut pas que ça soit quelque chose taillé comme une piscine. Ça va permettre à la flore typique de se développer, aux amphibiens de venir faire leur ponte sur les berges. Un projet de renaturalisation à 230 000 €, un budget très conséquent pour la commune. Ce projet-là, ça fait une paire d'années qu'on l'a dans les tiroirs. Hein. Ça fait plus d'une vingtaine d'années, 15-20 ans qu'on essaie de dire, parce que ces bâtiments ils se dégradent. Et puis voilà, donc, et c'est sûr que ce loto va peut-être concrétiser nos rêves depuis quelques années, quoi. L'an dernier, le loto de la biodiversité a permis de récolter 7 millions d'euros et de financer des projets dans toute la France. Et justement, à propos de biodiversité, vous allez voir maintenant des images magnifiques, celles d'une renaissance près du pôle Nord, avec le retour des renards polaires, une espèce qui avait pratiquement disparu, mais des scientifiques les réintroduisent. Valérie Astruc et Charlotte Sébir ont pu filmer leur premier pas dans la neige. Dans cette immensité non loin du cercle polaire, une espèce symbole de l'Arctique avait quasiment disparu. Mais aujourd'hui, dans ces boîtes, les voilà de retour. C'est un jour mémorable. Une fourrure aussi blanche que celle de l'ours polaire. Les renards arctiques retrouvent la vie sauvage. Ils vont bientôt chasser des rongeurs, creuser leurs terriers et repeupler la Scandinavie. Pour y arriver, des scientifiques norvégiens ont installé cet élevage à 400 km d'Oslo. Des hommes pour réparer les dégâts commis par d'autres hommes. Les renards arctiques ont été chassés pour leur précieuse fourrure. Et puis... Maintenant s'ajoute le changement climatique. La quantité de rongeurs qui leur sert de nourriture a tellement baissé que les renards arctiques ne peuvent plus subvenir à leurs besoins et se reproduire. Dans cet enclos, Christina a placé un couple de renards. Au début des années 2000, la Scandinavie n'en comptait plus qu'une cinquantaine. Là, c'est leur terrier. Ils peuvent creuser très profond. Certains couples ont chacun leur terrier et dorment séparément, mais d'autres sont davantage comme des tourtereaux. Autour de la tanière, des pics de bambou pour les protéger des aigles. Chaque jour, de la viande crue est apportée dans les 8 enclos. Le printemps est là, les renards doivent s'accoupler. Des caméras sont disposées un peu partout. Surveiller les naissances, c'est la mission des scientifiques.
Au printemps, quand les bébés sont nés, c'est le moment où la neige fond et s'écoule. Du coup, les petits peuvent être mouillés et prendre froid. C'est pas idéal. Quand les renardeaux sortent de la tanière, on peut les compter, voir comment ils grandissent et interagissent avec leurs parents. Ce sont des informations utiles. C'est l'été, la neige a disparu. La fourrure blanche aussi. Certaines portées peuvent atteindre 10 renardeaux, autant d'animaux qui seront relâchés dans le Grand Nord. Les voici 8 mois plus tard, juste avant le grand voyage vers la vie sauvage. Oreilles et museaux plus courts que ceux des renards roux. Chaque année, des dizaines de cages partent à travers la Norvège. Recréer une population de renards suffisamment nombreuse pour qu'elle s'étende dans toute la Scandinavie. Dans les boîtes, ils sont prêts pour le grand jour. Il fait moins 20 degrés, une température qu'ils supportent facilement. Pour assurer la transition, quelques points de nourriture sont disséminés aux alentours. Leur retour à la vie sauvage, c'est le plus beau moment de l'année. On les nourrit de façon temporaire pour atteindre une population viable, durable, et ensuite on arrêtera. Aujourd'hui, environ 600 renards arctiques vivent en liberté en Europe du Nord. Les scientifiques visent le double dans les prochaines années, une renaissance. Quittons maintenant le Grand Nord pour l'Est, à la découverte d'un pays qui se veut à la pointe sur les questions environnementales. Il s'agit de la Slovénie, à tel point qu'il y a même là-bas une police des poubelles. On la voit dans les rues de la capitale, qui a été piétonnisée, mais sans fâcher les automobilistes, puisque des parkings à 1 € sont proposés. Quant au restaurant, ils mettent en avant les produits locaux. On va le voir avec cette dégustation proposée par Hélène Hugues et Mathieu Auville pour nous, les Européens. Toutes les nuances de vert. C'est le printemps en Slovénie. De l'eau pure dévale des montagnes et les premières feuilles apparaissent. Les 2/3 du pays sont couverts de forêts. Sous la canopée, la nature s'éveille. Remplie de trésors, que Mira s'est débusquée. La nature s'offre à lui, mais il n'en abuse pas. Si je trouvais ici une dizaine de morilles, je ne prendrais pas tout. Peut-être seulement 5 ou 6. Sinon, dans 5 ans, il n'y aurait plus de morilles ici. C'est la première règle quand tu es butineur. Ne prends pas tout. Tu dois te comporter en écoutant la nature. Nous ne sommes pas des destructeurs. On ne veut pas détruire la planète, mais plutôt essayer de vivre avec. Mira butine tout ce qui est à portée de main pour le plus célèbre restaurant slovène. Fleurs, feuilles et champignons, seule condition qu'ils soient comestibles. La fleur de myosotis, c'est une très jolie fleur bleue et comestible. Car toutes les plantes qu'ils ramassent atterrissent dans la cuisine du restaurant Isha Franco, au cœur de cette vallée isolée, au nord-ouest du pays. J'ai quelques fleurs de pissenlit. Peut-être que vous pouvez en faire du sirop? Et là, nous avons des fleurs d'ortie rouge. Bonjour la cuisine. Voici Anna Roche, la seule chef 3 étoiles Michelin de Slovénie. 3 étoiles tatouées sur ses doigts et une 4e sur son pouce. Celle-là, c'est la verte. On a une étoile verte. Vous comprenez pourquoi l'étoile verte? C'est sans doute pour moi la plus importante, parce que d'une certaine manière, elle célèbre notre implication dans la nature. Anna Roche, chef autodidacte, compose ses plats avec des ingrédients locaux, sauvages ou cultivés. On utilise les orties pour faire un petit sandwich au début du repas. On frit et c'est vraiment surprenant. De la centaine d'agriculteurs des environs qui fournit Anna Roche à la brigade de cuisine, tout le monde est mobilisé pour une qualité irréprochable. En cuisine, tout le monde s'active. Dans 2 heures, le service commence. Mais Anna Roche va d'abord goûter chaque plat
concentration, comme avant une compétition. Ah, bien sûr. Ce qui manquait, c'est le côté épicé. Est-ce que tu as mis une petite touche de miel autour? Oui. Quel miel? Du miel de sarrasin. C'est parfait. Une chef engagée, peut-être simplement parce qu'elle est slovène. La Slovénie est un des pays les plus verts du monde. Et le vert ne se mesure pas à la quantité de forêts ou de champs. Ça se mesure à la manière dont les gens préservent leur environnement. On a toujours su comment vivre avec la nature. Les Slovènes savent vivre avec la nature. Et ils s'adaptent quand elle se dérègle. Août 2023, des pluies torrentielles s'abattent sur la Slovénie. Les rivières débordent, c'est du jamais vu. Bilan 6 morts et d'énormes dégâts matériels. La ville de Celje a été relativement épargnée. Et pour cause, elle a anticipé depuis 30 ans le risque d'inondation. Un système de pompe a été installé dans toute la ville. Et la digue, côté centre-ville, a été surélevée pour que l'eau puisse déborder sur la rive opposée inhabitée. Les digues protègent le centre-ville contre les inondations. Et la dernière fois, l'eau est montée juste en dessous du sommet de la digue. Sur la rive droite, le parc municipal est un endroit où la rivière peut se répandre. Nous devons répondre au changement climatique et nous devons rendre l'environnement aussi résilient que possible. Résilient, cet habitant du quartier de Medlock apprend à l'être. L'été dernier, sa maison a été inondée. L'été dernier, l'eau est arrivée jusqu'ici. On est sur la liste pour être détruit, mais on ne sait pas quand. Quand on va devoir déménager, on ne sait pas. Peut-être 1 an ou 2. C'est très désagréable si on doit partir. Si ça pouvait être réglé autrement. Mais vu les conditions climatiques, ce qui se passe dans le monde, je pense que ce sera difficile. Ce bouleversement climatique, Ljubljana s'en préoccupe depuis une vingtaine d'années. En 2016, elle a d'ailleurs été sacrée capitale verte de l'Europe. À l'entrée de la ville, une dizaine de parkings à des prix défiant toute concurrence. Ça coûte 1,50 € pour le parking et 2 tickets de bus pour rejoindre le centre aller et retour, bien sûr. Sauf à certaines heures et pour de bonnes raisons, il est impossible d'accéder en voiture au centre historique. Tout est piétonnier. Alenka et Clémence, son compagnon français, sacrifient volontiers aux habitudes locales. Marche à pied et pause café sur l'une des multiples terrasses de la ville. Ils se souviennent de la transformation progressive du secteur. Ça a pris des années. Ce n'était pas une décision d'un seul coup d'interdire tout le centre-ville à la circulation. Parce qu'ils étaient conscients que les gens seraient très en colère. Mais ils l'ont fait rue après rue, lentement. Parfois 2 rues en même temps, mais jamais tout d'un coup. Là où on se parle aujourd'hui, c'était des voies pour les voitures et la place principale était juste un rond-point avec une statue au milieu. Le centre est devenu un espace partagé et apaisé où chacun se ferait son chemin. En cas de besoin, il suffit de héler un cavalier, un de ces minibus électriques qui parcourent le centre-ville. Au début, pour les commerçants, la zone piétonne, ça n'a pas été évident.
Beaucoup de commerçants ont quitté le centre-ville à cause de ça. Moi aussi, je dois organiser ma vie en fonction des heures où je peux accéder au centre-ville. Et en dehors, quand je dois faire une livraison, je dois porter à la main. C'est un peu lourd, mais c'est possible. Exemplaire, Ljubljana l'est aussi pour le tri sélectif des déchets. Clément se plie volontiers à la règle. Mais pour se débarrasser de ces déchets non triés, il doit payer avec un badge. L'objectif, c'est d'en avoir le moins possible dans cette poubelle. Tout ce qui est trié, c'est-à-dire les emballages plastiques, le carton, ainsi que le verre et le bio, on n'est pas taxé, mais pour le reste, tout ce qu'on ne peut pas trier, on est taxé. À 2 € par sac. Dans la montagne, au bord d'un lac glaciaire, la très touristique ville de Bled est plus déterminée encore à ne pas se laisser polluer. Hôtel en bois, 0 déchet, tri ultra sélectif et surtout un système de surveillance accru. Des caméras traquent les dépôts sauvages. Big Brother regarde partout, jusqu'au fond des poubelles domestiques. Et la police des déchets fait régulièrement des contrôles aléatoires. On peut voir qu'il y a beaucoup de plastique à l'intérieur. Peut-être qu'ils auraient pu le mettre dans une autre poubelle pour plastique. C'est plutôt correct. Vous pouvez voir, c'est des déchets mixtes. Si c'était pas correct, on laisserait un mot qui vaut avertissement. Et au bout de 3 avertissements, si vous mettez les mauvaises choses dans la mauvaise poubelle, c'est une amende. 400 € pour un particulier et 1 400 € pour une entreprise. De quoi inciter les habitants à se déplacer à la déchetterie. C'est pour la nature. Si je ne sais pas où jeter les déchets, je viens ici dans ce centre et ils me disent où mettre les choses. Et le risque de se tromper n'est pas mince. Il y a là 35 bennes différentes. Le résultat, c'est qu'on trie 80% de nos déchets. Les 20% restants, ce sont les déchets mixtes. C'est un bon résultat, mais notre but, c'est 90%. Ce qui n'est pas trié atterrit dans cette usine de retraitement proche de Ljubljana, l'une des plus modernes d'Europe. Des tonnes d'ordures mixtes qui seront pour la plupart au mieux enfouies, au pire incinérées. On voit qu'il y a toujours beaucoup de plastique dans ces déchets mixtes. Une partie seulement sera recyclée, notamment les déchets biologiques. Une fois récupérés, ils permettent de rendre l'usine autosuffisante en énergie. Dans le processus de séparation des déchets bio, on produit aussi du biogaz. Et avec ça, on produit de l'électricité et du chauffage. Une usine qui ne fait pas que détruire, elle produit également. Pour 30 000 tonnes de déchets bio par an, on produit 2500 tonnes de compost. Ça veut dire en moyenne 1 tonne pour 10 tonnes de déchets. Les gens peuvent venir ici acheter ce compost. Du compost qui reviendra alimenter les jardins de Ljubljana. Aujourd'hui, sur les 280 000 habitants de la capitale slovène, 180 000 disposent d'un lopin de terre. En pleine ville, on découvre aussi des champs cultivés entre les quartiers, des étables au milieu des maisons. Ljubljana compte aujourd'hui encore plus de 800 fermes, comme celle de la famille Tcherin. Agriculteurs ici depuis 4 générations, ils sont parfois tentés de baisser les bras, tant il est difficile d'être un fermier citadin. Avant, dans les environs, il y avait 30 fermes. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Soit ils ont trouvé un autre job, soit ils sont morts sans avoir trouvé de repreneur. Pourtant, il n'y a pas que des inconvénients à être agriculteur en ville. Nous avons des terres plus petites, avec des surfaces agricoles réduites. Mais c'est aussi un avantage de pouvoir vendre ses récoltes dans sa cour, parce qu'on est entouré de clients. Vente directe de produits frais à la ferme ou bien sur le marché de Ljubljana, tout proche.
La capitale de la Slovénie produit déjà toutes les pommes de terre, choux et salades qu'elle consomme. Elle vise 50% d'autosuffisance en 2050. Voilà donc pour ce voyage en Slovénie. On revient maintenant sur l'information principale de cette journée, la mort d'une adolescente dans un lycée à Nantes. Elle a été poignardée en pleine classe par un autre élève qui a fait également 3 blessés, dont un grave qui n'est pas tiré d'affaire. Anaïs Anquet, Thomas Paga et Sandrine Rowe nous donnent les tout derniers éléments de la soirée. Les militaires sont restés sur place tout l'après-midi. Derrière les murs de ce lycée privé de Nantes, un élève de seconde vient de poignarder 4 de ses camarades. Une lycéenne de 16 ans a succombé à ses blessures. En quelques minutes seulement, l'effroi et la panique ont envahi l'établissement. Mon amie, elle m'a appelée en stress et c'est là qu'elle m'a expliqué. Ils étaient en cours d'anglais, il y a Justin qui est rentré dans la classe. Il a voulu prendre la personne la plus proche, donc c'est un de mes meilleurs amis, sauf qu'il a commencé à courir à l'autre bout de la classe. Et la deuxième personne la plus proche lui a mis environ, elle m'a dit, environ 10 coups au moins. Et il y a une autre personne qui a été touchée à l'épaule du coup. Selon nos informations, l'adolescent interpellé s'appelle Justin P. Il a 16 ans, élève en seconde, il est inconnu des services de police, mais présente un profil dépressif, voire suicidaire, selon l'un de ses meilleurs amis que nous avons rencontré. Le suspect lui aurait tenu des propos étranges avant de passer à l'acte. Il nous disait au revoir, je vous souhaite une bonne vie ou quoi que ce soit, et que vous allez me revoir très vite, mais à la télé, il nous disait. Il y a une semaine, ça. Avant d'entrer dans son lycée, il avait envoyé ce manifeste par mail à tous ses camarades. Un document confus dans lequel il dénonce pêle-mêle une machine à décomposer l'humain ou encore un écocide globalisé. Il aurait aussi fait part à ses camarades de son intérêt pour le Troisième Reich. Des propos que nuance une animatrice scolaire de son lycée que nous avons réussi à joindre. Moi, je l'avais, cet élève, il ne me posait aucun problème. Donc, je veux dire, c'était pas plus un psychopathe qu'ailleurs. Qui pouvait imaginer ça? Qui peut anticiper ça? Personne. Le suspect est actuellement en garde à vue. Ce soir, le pronostic vital de l'un des blessés est toujours engagé. Voilà pour les toutes dernières informations, les tout derniers témoignages sur le drame de Nantes. Vous restez sur France 2. Dans un instant, le journal Météo-Climat d'Anaïs Baydemir, suivi d'envoyé spécial. Pour l'info, rendez-vous à 23h, Canal 27 avec Alexandra Usan. Demain à 6h30, Télématin, Maya Loquet, Adrien Roy. À 13h, Julien Bugier. Moi, je vous retrouve lundi, mais pour Télématin, à 20h, ce sera Anne-Sophie Lapix. Bonne soirée et à lundi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.